c'est Payboy pour une nouvelle émission, c'est Manga Méconnu sur mes lectures, mes achats du mois, donc du mois de janvier, à chaque manga et comics. Je trouvais que ça manquait un petit peu d'émissions plus personnelles, vous me voyez toujours sur des fonds verts ou en voix off, et je me suis dit, bon, bah voilà, je vais me confier peut-être un petit peu plus à vous, faire des émissions qui ne sont pas écrites, donc excusez-moi des mots morts, mais qui permettront justement de me dévoiler devant vous, de vous montrer justement ce que j'achète tous les mois, comme manga, comics, les lectures. Ce sera peut-être aussi l'occasion de découvrir des œuvres que vous ne connaissiez pas et qui pourraient peut-être vous intéresser, mais aussi pour voir justement que vous avez peut-être les mêmes goûts que moi, les mêmes choix, ou justement des lectures que vous doutiez, que vous avez envie d'acheter, et voilà, que vous n'hésiterez plus grâce à cette vidéo. Il y aura aussi peut-être ces mangas connus, là aussi un petit peu plus personnel, où je vous parlerai des lectures du mois. Donc si je tombe amoureux d'un petit manga, ça fait longtemps par exemple que je veux parler de Scumbag Loser, j'ai jamais eu l'occasion, et donc peut-être que je ferai un manga méconnu synchro, là, comme ça, et dire personnellement ce que je pense de ce manga, qui est véritablement un chef-d'œuvre en 3 tomes, et que je recommande vivement, mais bon, là c'est pas le propos, je vais vous montrer et vous parler là des mangas que j'ai achetés pour le mois de janvier 2016. Alors, on va commencer dans l'ordre, donc je les ai tous préparés à côté, vous me verrez de temps en temps repliquer les mangas comme ça, voilà, donc je suis désolé, hein, c'est une vidéo que j'ai pas envie de préparer, que j'ai envie de laisser naturelle. Excusez-moi donc des propos, je vais peut-être me répéter, je vais peut-être laisser beaucoup de mots morts. Bon, j'ai mis un petit peu de projo parce que sinon on me voyait que dalle. Donc voilà, je préfère prévenir. Et on va commencer. Premier manga, donc La tête des titans, tome 17, que j'ai acheté. Alors, La tête des titans, bon, c'est une œuvre que j'apprécie, que je connaissais déjà avant même que l'anime sorte, avant que même que ça soit hype. En gros, il y avait juste 3 chapitres qui étaient sortis, et Red ne savait pas qu'il pouvait se transformer en titan, que je lisais ce manga-là. Je l'avais découvert via des scans, donc je vais pas mentir, hein, je lis de temps en temps des scans, et je pensais, petite anecdote amusante par rapport à cette œuvre, hein, comme ça me permettra de parler d'autre chose. J'avais lu cette œuvre et je la trouvais très pessimiste, mais en même temps très prenante, donc ça me plaisait beaucoup les premiers tomes. C'est devenu un petit peu plus necké dessus, normal maintenant. J'ai moins peur en fait depuis quelques temps dans cette œuvre et je la trouve moins pessimiste. Je la trouve un petit peu plus joyeuse et peut-être plus politique aussi. Mais voilà, ça me faisait penser à du Richard Matheson, ça me faisait penser à du Ficadi, ça me faisait penser à de la vieille littérature des années 80-90, voire même 70, Richard Matheson. Je vais peut-être dire une bêtise, mais voilà, c'était. Et ça me rappelait aussi surtout les mangas de Gonagai qui avaient aussi ce côté un petit peu pessimiste. Bon, je trouve que ça s'est un petit peu perdu au fil des tomes. Voilà, hein, bon, chacun dira ce qu'il veut. Mais surtout, moi j'ai. Même si ça reste moins prenant, je trouve que ça reste encore largement lisible, contrairement à d'autres mangas. Et voilà, et on sait que chaque otaku qui se respecte, quand il a le choix entre un manga normal et une édition collector, il choisit l'édition collector. Question de respect, question de, voilà, de beauté. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'offrir des cadeaux à chaque fois. Et donc là, ça inclut un jeu de cartes exclusif de 54 cartes de la tête des titans. Donc moi, j'ai dit why not. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait la même chose d'ailleurs pour le volume 11. Parce qu'au Japon, ce qu'il faut savoir, c'est que le volume 11 était sorti en 2 tomes. Il y avait une version normale, donc comme chez nous, et la version collector, où il proposait un DVD avec le premier épisode de La Tête des Titans. Et c'est dommage donc que Pika Edition n'ait jamais fait ça avec le manga. Ils auraient pu s'allier avec Wakanim. Enfin bon. Voilà, donc La Tête des Titans à lire. Hop là. On va continuer. Alors, j'ai acheté le volume 4 et 5, donc je vais vous montrer les deux. 4 et 5 de quel manga? Ça c'est... Alors, là aussi, hein, j'en ai entendu... Je l'ai découvert par moi-même. Ce n'est contrairement pas à ce qu'on pourrait penser une vidéo du chef Otaku, je connaissais largement avant qu'il ait sorti sa vidéo. Mais c'est donc l'inspecteur Kurokoshi, qui est excellent. Donc j'avais 2 tomes de retard, donc j'ai acheté le tome 4 et 5. Voilà, c'est une œuvre complètement folle, due surtout à son personnage qui agit de manière excessive. On dirait qu'il sait tout sur tout, et lui, il agit comme un bâtard. Donc c'est en fait un personnage du style Doctor Who, Sherlock et tout, mais derrière, il va agir comme un gros connard, et c'est ça qui va rajouter un petit peu plus d'humour peut-être
au récit, et qui va faire que ça va se rendre fun. Donc l'inspecteur Kurokoshi, c'est une grosse œuvre que je recommande. C'est fait par d'ailleurs le scénariste de 20e Century Boy et de Billy Bat, si je m'en souviens bien. Donc j'espère, parce que Naoki Urosawa, le dessin, et en tout cas ces deux mangas que je vous ai cités, m'avaient légèrement déçu. Je trouve que Naoki Urosawa c'est bien sympa, mais à chaque fois ça finit en pétard mouillé, un petit peu comme Stéphane Moffat. Et là pour l'instant, l'inspecteur Kurokoshi, bah, j'ai pas l'impression que ça se rallonge en longueur, que c'est pas du surplus pour attirer le succès, et l'histoire se tient, pour l'instant en tout cas, sur les trois premiers tomes. J'ai pas lu encore les tomes 4 et 5, donc là je vous présente des mangas, je les ai pas encore lus, mais j'espère que c'est dans la continuité de ce que j'ai lu. Voilà, Inspecteur Kurokoshi à conseiller. Donc ensuite, là aussi, j'ai envie de dire un classique. Alors, I Am a Hero. Alors, vous trouvez qu'il y a trop de trucs de zombies, que ce soit des films, des mangas, des comics et tout ça. Achetez I Am a Hero. Parce que c'est un truc de comics, de zombies. Même si, bon, ça commence un petit peu à dévier, peut-être. Je dirais pas plus que ça, sans spoiler. J'ai lu les scans, donc je sais à peu près de quoi parle ce tome. Mais voilà, je continue d'acheter parce que c'est excellent. Parce que c'est, en fait, j'ai envie de dire, c'est ce qui plaît dans le genre zombie, mais qui plaît aussi plus peut-être dans Walking Dead, et qui plaît dans I Am a Hero, c'est qu'on s'intéresse énormément aux personnages, et il y a vraiment ce décalage entre ces personnages qui agissent beaucoup trop normalement, comme si la vie n'avait pas changé, et cette invasion de zombies, et voilà, et ça les rend véritablement attachants. En fait, ils gardent leur côté humain, leur côté salaryman, j'ai envie de dire, pour expliquer le terme salaryman, c'est justement des salariés qui font leur boulot métro, dodo, enfin voilà, qui ont une vie monotone, certes, voilà, mais bah, par exemple, même si le héros commence à changer petit à petit, en même temps, heureusement ça évolue au bout de 15 tomes, quand même, mais au début, on avait le héros qui, on va dire, volait une bouteille de lait dans une épicerie, mais il mettait de l'argent derrière, parce qu'il tenait justement à garder ce côté humain, ce côté société. Voilà, la société pour lui, la société n'est pas fichue, et pour lui, il doit toujours avoir des lois pour l'aider. Et c'est même pour ça que, par exemple, il hésite aussi à tirer sur des gens, même des zombies, parce que, voilà, c'est interdit de tirer des coups de feu au Japon. La loi, il respecte la loi, et c'est ce qui rend, justement, donc ce manga un petit peu fabuleux, en plus de proposer des doubles pages magnifiques. Les décors, j'ai l'impression qu'ils sont faits en 3D, parce que c'est vraiment beaucoup détaillé, et c'est super beau. Contrairement à son autre manga Renaissance que j'ai trouvé très très moche, Ayame Hero, à chaque page, il y a même des fois, il fait des enchaînements de double pages qui sont magnifiques. Donc très bonne lecture. Là aussi, à conseiller. Bon, vous me direz, je les ai achetés. Donc c'est que des bonnes lectures que je conseille, normal. Voilà. Donc, là vous allez me dire, logique. Logique. Moi j'avais oublié d'acheter le tome 17. Donc j'ai acheté aussi le tome 17 et le tome 19, donc deux tomes de Steel Ball Run, donc la septième partie de JoJo's Bizarre Adventure. Donc bien entendu, bon, si vous avez vu mes trois vidéos sur JoJo's Bizarre Adventure, vous savez ce que j'en pense. Si vous les avez pas vues, je vous recommande d'aller les regarder. Pour moi, c'est du culte. Donc je rappelle, si vous connaissez pas sur Manga Sanctuary, j'ai pour pseudo Packboy, on voit presque toute ma collection, j'ai peut-être oublié des titres entre temps et tout ça, parce que je fais ça tous les 3 4 mois, je ne me fatigue pas à ranger toute ma collection. Mais donc, JoJo's Bizarre Adventure fait partie de mon top 3 de mes mangas favoris. Et pourquoi c'est culte? Bah, parce que voilà, c'est du Niketsu, donc c'est le genre que j'adore le plus au monde, un Japon caché avec Shonen, tout ça. Donc les trois sont des Neketsu, c'est Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, Dragon Ball et JoJo's Bizarre Adventure. Et en fait, ce que j'adore énormément avec Hunter x Hunter et Steel Ball Run, c'est que ce côté Neketsu est rajouté. Donc Steel Ball Run était un petit peu... Enfin, JoJo's Bizarre Adventure était... un précurseur dans le genre, c'était le Neketsu avec donc les pouvoirs personnalisés et le côté stratégie dans les combats. C'était rare avant, on avait surtout Dragon Ball où tu avais
vite fait des délires, donc c'était pas vraiment de la stratégie, et des combats de puissance, t'avais Kano survivant, t'avais Fly et tout ça. Bah là voilà, donc c'est les gars, ils ont chacun des pouvoirs, et il faut donc détourner le pouvoir, s'en emparer, et donc l'utiliser contre soi, contre l'ennemi, et avec ses pouvoirs, donc essayer de gruger pour combattre justement les personnages. Donc moi j'ai lu le tome 18, hein, je suis dégoûté parce que Steve Boron, la fin, je l'avais pas lu. Et donc j'ai lu le tome 18 avant le tome 17, mais bon, c'est pas grave, hein, mais j'ai pas compris pas mal de choses. Voilà, Steve Boron, ça reste quand même une très très bonne lecture, c'est pas une des meilleures parties, mais franchement elle est bien copieuse, elle a pas mal de bonnes histoires, surtout que c'est la plus longue, donc il se permet à Araki, avec justement c'est un mois de délai pour faire un chapitre, de réfléchir, de poser mieux son histoire, et c'est pas désagréable, ça permet d'offrir beaucoup de retournements et non pas un scénario classique du chaque chapitre est d'égal à instant. Là aussi, donc, une petite découverte. J'ai acheté il y a 3 ou 4 mois de cela les 3 premiers tomes, donc c'est Seven Deadly Sins, le tome 9. J'ai acheté le 10, 11, 12, en fait je les ai tous achetés. J'avais juste un trou dans ma collecte, le 9, donc autant en profiter là pour acheter. C'est Seven Deadly Sins, donc je pense que c'était de l'Heroic Fantasy, style Fairy Tail et tout ça. Et en plus, donc j'avais appris via des forums que le personnage c'était un petit peu l'ancienne école, c'est-à-dire que c'était le héros surpuissant, il était plus fort que tout le monde. Un type, donc comme la vieille école, il y a deux genres pour les shonen, du jump, enfin les shonen tout court au Japon. Soit ils te font le héros qui est super fort, c'est le plus puissant de tous et voilà rien ne pourra changer. Je pense à Mediaka Box, mais les exemples les plus récents, c'est les plus anciens plutôt. Okuto no Ken, avec Ken qui était le plus fort du récit, ou par exemple Captain Tsubasa qui au final jamais a été battu. Alors que bon, voilà, je me suis dit, c'est pas souvent les meilleurs récits avec un personnage qui est le plus fort de tous. Eh ben, Seven Deadly Sins m'a complètement contredit. Et je comprends exactement pourquoi, en fait, actuellement, donc c'est le number one des ventes au Japon. En 2015, pardon, il a été élu meilleure vente du manga devant One Piece. C'est très simple. Pour moi, déjà, en lisant les 12 premiers tomes, après, je sais pas ce que ça a donné à la suite, mais je trouve les 12 premiers tomes sont largement supérieurs aux 12 premiers tomes de One Piece pour moi. Je suis vraiment pas fan de Heroic Fantasy, c'est pas un genre que j'apprécie énormément. Je me suis fait violence pour acheter ce manga parce que je savais qu'il avait une très bonne réputation et je me suis dit que j'avais peut-être aimé. Et effectivement, on commence à avoir pas mal de retournements de situation. Mais ce qui, je trouve, fait la grande force de ce récit, c'est les personnages. Je pense à mon personnage favori. Alors, je- j'ai un trou. Je crois que c'est Ban, l'immortel. Ah oui, si je m'en souviens bien, il s'appelle Ban. J'ai peut-être un trou, je suis désolé. Voilà, mais c'est l'immortel des Seven Deadly Sins. Voilà, comme ça, les gens qui connaissent sauront de qui je parle. Il n'est pas sur la couverture, c'est dommage, il est nulle part. C'est énervant. C'est énervant, c'est. Est-ce qu'il est quelque part dans le manga que je puisse vous le montrer? C'est possible en grosse couverture. Comme ça serait encore plus marrant. Hop là. Ban, l'immortel. En plus, il a un vrai plot. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus, ce manga, les flashbacks, en fait, n'alourdissent pas le récit, contrairement à Naruto, et sont vraiment très intéressants, très profonds sur les personnages. En fait, c'est vraiment ça hein, qui fait la force du récit. Voilà, mon personnage favori du manga, donc... ouais, il me fait beaucoup délirer, on dirait un petit Iruma qui en a rien à foutre des autres, et j'aime bien ce genre de personnage, souvent, donc voilà, Iruma,